L'accotement de la deuxième sortie nord est désormais atteint par l'érosion des Ngama-Kosso qui a progressé suite à la dernière pluie qui s'est abattue dans la ville capitale. Résultat, une possible coupure de cette voie avec d'énormes conséquences dans cette zone fortement urbanisée. Comment est-on arrivé là et qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier la situation qui préoccupe les habitants de cette partie de la ville capitale? On en parle dans cette émission. Aussi, nous allons donc parler du budget de l'État exercice 2018, analyser et décrypter donc cette loi des finances dans cette émission Presse Tribune, histoire donc de faire le lien entre la volonté politique exprimée notamment par le président de la République lors de son adresse sur l'état de la nation et ses projets donc de loi de finances face aux exigences sociales de l'heure. Pour en parler, donc pour parler de ces deux sujets, sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour la première fois monsieur Clovien Hassen. Il est donc président de Agodec, une plateforme de la société civile. Merci et bienvenue, monsieur Hassen, dans cette émission Presse Tribune. Merci beaucoup. Et aussi, il n'est pas présenté, Ernest Blanchard-Dimy, chroniqueur politique à l'hebdo Le Patriote. Toujours un plaisir de vous retrouver dans cette émission. Au service de la République, comme d'habitude. Alors, il y a aussi monsieur Delphin Iwanza, juriste. Monsieur Delphin, bienvenue. Merci, monsieur Sergio, merci. De tous les temps, de tout le jour. Lui, c'est Romik Oukilas, analyste politique et journaliste ici à Top Télévision. Merci et bienvenue. Merci, Sergent. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est donc votre émission Presse Tribune qui commence dans ces nouveaux numéros. Nous sommes à la nouvelle année 2018, occasion pour nous vous souhaiter d'ores et déjà bonne et heureuse année. C'est parti donc pour ce nouveau numéro, on se retrouve tout de suite. De retour sur ce plateau, comme veut la tradition, on va commencer par les faits d'actualité qui ont marqué nos invités sur ce plateau. On va commencer par Blanchard et Ernest Dimy. Selon vous, pour vous, quel est le fait que vous voudriez bien mettre à la disposition de nos téléspectateurs? Bon, moi, le fait de l'actualité pour moi cette semaine, c'est les plats servis aux Congolais et à la communauté internationale par Parfait Kolela qui serait, selon RFI, de passage à Paris, dans une interview qui, pour moi, était une véritable sortie des routes, parce que, vous savez, moi, personnellement, j'ai été quand même estomaqué en tant qu'observateur de la vie nationale et internationale, de constater que Parfait, qui en réalité est un député de la majorité, je le dis et je l'assume, parce que nous savons que Parfait Kolela, député de Kinkala, a été reconduit, mais à Kinkala 2, Kinkala périphérie, alors que la loi l'a reconduit parce que, c'est un député élu dans une circonscription où l'élection n'a pas pu avoir lieu. Donc, il est reconduit sur le label du parti dans lequel il était élu en 2012. Il y aura débat parce qu'il ne fait plus partie du MCDDI. Dans ce cas, donc, il ne devrait même plus se prononcer comme député. C'est là où j'ai dit, en réalité, s'il y a problème au niveau des députés, alors, quand on parle de députés que je peux considérer moi comme nommé, effectivement, je crois que Parfait Kolela en fait partie. Et il devrait être un peu discret sur certaines questions. Parce qu'aujourd'hui, si vous analysez bien la loi, Parfait Kolela est député de la majorité, d'autant plus que le MCDDI est un parti affilié à la majorité présidentielle. Et il parle de son parti Yuki qui aurait la majorité, alors que tout le monde sait que son mouvement, le mouvement qu'il a créé, qu'il dirige, qui est présumé à l'opposition, alors n'est pas un mouvement politique créé juridiquement quand il y a les élections. Donc les candidats qu'il présente comme les candidats, les députés, les élus de Yuki, c'est des indépendants en réalité. Donc je crois que c'était un peu une sortie de route de l'amalgame qu'il a voulu créer. Mais je crois que c'est ça aussi l'homme politique congolais, un peu manipulateur, un peu, bon, c'est dans tous les sens quoi. Donc c'est ça qui m'aurait marqué, mais je crois que ça n'honore pas un peu les Congolais, surtout pour nous qui observons la situation. Tous les Congolais ne peuvent pas se laisser quand même porter comme ça 4 millions d'individus trompés par une personne. Je crois que c'est quand même... Alors c'est vraiment une bonne question. Peut-être on en reviendra en débat dans nos prochaines émissions. On va donner la parole à monsieur Hassen. Votre fait d'actualité?
Bon, en ce qui me concerne, le fait d'actualité que je peux souligner, et si c'est l'interpellation du général Davira, qui serait actuellement à la DGST, je me dis, mais enfin, on commence à interpeller. Mais la question qui me dérange un peu, c'est que les véritables faits, qui sont les véritables faits de scandales économiques, qui sont cités à travers le monde comme des scandales commis par des citoyens congolais, vous avez des faits économiques dans notre pays qui sont également cités. Toutes ces personnes ne sont pas interpellées, même pas un signe de début d'interpellation, mais du coup, chaque fois, dès que quelqu'un essaie de prononcer un petit mot qui concerne soit disant la sécurité, il est du coup arrêté. Et ça, je pense que c'est vraiment une faiblesse de notre justice qui n'est pas capable de regarder les vraies questions, mais qui ne s'intéresse qu'aux questions soi-disant de sécurité, où parfois les faits ne sont pas palpables. Mais alors, il faudra aussi vous signaler qu'il y a une série d'interpellations dans le pays, notamment les gens qui sont soupçonnés d'avoir commis des crimes économiques. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une information donc, à prendre. Merci beaucoup pour votre fait d'actualité. On va donner la parole à M. Romy Kokilas. Oui, moi, c'est la RDC qui m'intéresse présentement. L'implication, n'est-ce pas, de l'Église catholique dans les affaires politiques, clairement cette fois-ci. Et donc après tout ce tumulte politique que nous avons connu depuis la fin du mandat du président Kabila et les mouvements de l'opposition aujourd'hui, c'est l'Église catholique qui monte au créneau, qui brave, n'est-ce pas, le pouvoir de la RDC et à les écouter dans des grandes chaînes étrangères. L'Église catholique demande cette fois-ci à l'opinion de la RDC et aux politiques de regarder plus à la Constitution et demande que le pouvoir de Kinshasa donne la liberté, n'est-ce pas, de manifester aux politiques, n'est-ce pas, de l'opposition, et tient mordicus à travers leurs déclarations, qu'ils ne laisseront jamais passer tous ceux-là qui chercheront à prendre le pouvoir par la force. Alors, c'est un courant religieux. Je suis en train de continuer à réfléchir sur cette manière de faire. Est-ce parce qu'ils font partie de la société civile? Est-ce parce qu'ils interviennent du côté humanitaire, humaniste? Est-ce parce qu'il y a eu infiltration? Bon, est-ce que parce que c'est l'autorité morale? Alors, on va aller continuer à vous interroger. Naturellement. Vous nous apporterez les réponses dans nos prochaines éditions. On va terminer avec M. Iwanza. Oui, merci M. Sergio. Moi, le fait d'actualité de la semaine, pour moi, c'est la Corée, les deux Corées, parce que depuis 2-3 jours, vous en souvenez, il y a eu reprise, rétablissement de la ligne rouge entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. C'est déjà une avancée. Et deuxièmement, il y a eu aussi une acceptation de la Corée du Nord de pouvoir participer aux Jeux Olympiques à la Corée du Sud. Et là-dessus, je tire comme enseignement, c'est ce qu'on appelle, au-delà des injonctions américaines, les deux Corées, comme ils constituent un seul peuple qui a été divisé via la guerre froide. Ils ont compris leur intérêt, leurs fondamentaux de vivre ensemble. Et ils s'y passent un peu outre de toute décision, toute injection, et puis tout amalgame créé par le président Trump de ne pas vouloir ce dialogue. Donc pour moi, c'est une très bonne chose que tout le peuple entier et tout le monde devrait encourager, et que les deux peuples, hier divisés, pouvaient avec le temps, avec la reprise des dialogues, pouvoir se réunifier. J'en suis d'accord et j'apprécie. Ok, merci beaucoup donc messieurs, chers messieurs, pour ces faits d'actualité. On va donc parler de notre premier sujet du jour. On parle de l'érosion des Ngamakoso. Ça fait couler d'encre et de salive. La situation reste encore à l'état. Il y a l'opération de pouvoir maîtriser ou alors essayer de garder un peu, comment dirais-je, n'est pas permettre à ce qu'il y ait encore aggravation de la situation. Mais cette érosion, on sait bien que ce n'est pas quelque chose d'hier, ça date quand même de quelques années. Alors d'où ces questionnements. Comment il y a eu de l'investissement là-dedans, le grand travaux s'y est penché, mais finalement aujourd'hui on se réveille comme surpris par quelque chose qui va causer d'énormes dégâts, notamment la coupure de la route, de la deuxième sortie, la route du Nord. La première question, je le pose donc à M. Hassen. Vous suivez bien l'actualité, vous êtes congolais. Pour vous, la situation actuelle, comment vous le comprenez? Bon, la situation des érosions de Ngamakoso, en fait, ce n'est pas une situation qui concerne Ngamakoso, c'est une situation qui concerne presque toute la zone de la ville du Nord.
du fait que dans cette partie de la ville, c'est une zone sablonneuse. Donc c'est une zone qui devrait, avant même que les gens ne commencent à y habiter, être aménagée. Or, ils savaient que depuis plus de 40 ans, donc on peut dire la dernière fois que Brazzaville a été aménagée, c'est au temps de Marien Ngouabi. Depuis lors, on n'a jamais pensé à aménager la ville, alors que l'urbanisation, au fur et à mesure que le pays, la ville grandit, le gouvernement, bien l'État devrait prendre ses responsabilités pour aménager afin que les gens y habitent. Or, l'État a laissé ces zones, donc il n'a rien fait, et les populations, la ville grandissant, les gens s'installent, comme on dit, de façon hasardeuse, de façon anarchique. La conséquence, étant donné que la zone n'est pas aménagée, que c'est une zone savonneuse, donc la pression humaine sur la terre fait qu'avec le ruissellement des eaux, ça emporte le sable. Et la conséquence, c'est quoi? Dès que les eaux ont une ouverture, automatiquement, ça draine le sol jusqu'à ce qu'il puisse arriver à l'éboulement. Le deuxième phénomène qu'il faut retenir en ce qui concerne les érosions, c'est le problème des égouts. Vous ne pouvez pas comprendre qu'une si grande ville qui a près d'1 million d'habitants puisse manquer un système d'égout, un système d'évacuation d'eau. Il n'y en a pas, et quand ça arrive, c'est quand déjà le sol a été dérangé, c'est quand la structure du sol a été détruite. En ce moment-là, tout est déjà perméable pour que l'érosion ait lieu. Le troisième phénomène qu'il faut marquer, c'est le problème j'appelle ça même une violation de l'espace naturel. Parce que chaque rivière a un lit. Donc, naturellement, les eaux doivent circuler librement. Qu'est-ce que les citoyens font? Même par méchanceté, certains sont obligés de rétrécir le lit des rivières. Et quand le lit est rétréci, les eaux débordent parce qu'ils ne peuvent pas stagner ou bien s'arrêter et créent leur propre chemin. La conséquence, c'est que toutes ces eaux qui ne sont pas orientées créent des chemins qui leur sont propres, comme il faut le dire, souvent en suivant quelles pistes, en suivant les routes par lesquelles les hommes passent. Conséquence, on va revenir à vous. Je posais la question à Ernest Djibi. On se plaint aujourd'hui. On revient sur la nature même ou les causes des érosions. Mais cela se passe. Tout à l'heure, M. Hassen nous parle d'il y a 40 ans, mais ça se passe sous la barbe des autorités compétentes. Vous n'allez pas nous dire quand même que l'État ou les travaux qui se font ça et là, on n'a jamais tenu compte de la situation géographique de la ville capitale. Serge, les érosions se développent sous la barbe des autorités compétentes, mais il faut dire que ces érosions se développent sous la barbe de tous les Congolais. Je ne suis pas dans la logique d'incriminer pour incriminer. Quand la responsabilité est partagée, il faut que chacun l'assume. Les érosions, il n'y a pas qu'un Ngama. Et puis, en réalité, Brazzaville est encerclé par les érosions, un peu partout il y en a. Mais quand vous prenez Brazzaville Nord, je crois que c'est la catastrophe parce que vous avez les grandes pointes d'érosion, sinon les grandes érosions, c'est Ngama Kosso, c'est Ilonda, c'est Émeraude qui a repris également. Vous avez l'université des Associations, vous avez le lycée d'excellence. En fait, il y en a tellement que la liste que nous avons citée n'est pas exhaustive. Que vous avez un filou, pratiquement c'est la catastrophe. Alors, le problème chez moi, ce n'est pas trop dans l'optique voulue par M. Hassen. Non, moi, c'est dans l'utilisation du domaine de la terre par les citoyens congolais d'abord. Parce que l'érosion n'est pas en réalité du fait de l'État. Pour moi, c'est du fait d'abord du citoyen qui, malgré sa conscience personnelle, au-delà du fait que l'État prend parfois des précautions pour préciser, en mettant par exemple des pancartes, nous avons vu dans les années 2004, Jean-Jacques Bouya, Mabella Pierre, avec un certain Kipoutou, avec un certain Thomas Apoko, qui avait mis des plaques zone de mise en défense. Mais les gens ont, sur la montagne, les gens les ont arrachés, ont érigé des bâtiments pour vivre, des hangars et autres. Vous me direz que oui, c'est la pauvreté, oui, mais la pauvreté a un prix à payer, c'est vrai, mais est-il qu'il serait mieux et plus prudent qu'un pauvre soit plus sécurisé par lui-même en cherchant un endroit loin de la ville soit-il, mais un endroit sécurisé du point de vue de sa propre vie. Ensuite, au-delà de la responsabilité
des citoyens qui occupent des espaces qu'ils connaissent dangereux. Alors, il y a que l'urbanisation s'est faite dans nos villes de manière anarchique, de manière sauvage, et les maires, les autres gestionnaires du cadastre, du domaine public, alors, sont également plus ou moins regardants. Et en plus, pour le cas particulier de Ngama-Kosso, les traitements ont commencé depuis les années, je crois, on a commencé à en parler depuis 2013. Mais le traitement a commencé 2016, il y a eu des financements, mais qui ne étaient pas... On va en parler. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Oui. On est encore sur les causes, on s'imagine un peu comment on peut arriver là. Tout à l'heure, vous parliez de la population, mais on va quand même dire, je pose la question à monsieur Iwanza, les populations n'ont pas là où habiter, ils vont chercher là où c'est quand même accessible, mais il ne faut pas éluder également les responsabilités de l'État. Il y a des services, nous avons les services de renseignement, nous avons la police, nous avons l'armée, mais bon, comment on peut laisser les gens, sachant bien que même si ces gens-là n'avaient pas le droit d'habiter là, mais on construit, on voit, il n'y a pas seulement des maisons en Hénéquel, comme on appelle ici, mais il y a aussi des belles maisons là-bas, c'est-à-dire des gens qui ont des moyens. Mais l'État, où on ne peut pas quand même dire que l'État n'a pas une responsabilité en laissant les gens bâtir sur les montagnes. Merci, monsieur Jimmy. Monsieur Sergio, merci. Je pense que je vais essayer un peu de contrarier monsieur Jimmy et monsieur Arsène dans ce qu'ils viennent de dire. Parce que monsieur Arsène parle de l'évacuation et qu'on devrait mettre en place, monsieur Jimmy parle de la responsabilité partagée. Moi, en mon sens, je pense qu'on devrait... nous avons les membres du gouvernement qui voyagent beaucoup dans ce pays. Nous avons les membres des agents de l'État qui voyagent beaucoup. On pouvait aussi en quelque sorte imiter ce qui se passe dans le pays des autres. Je prends un exemple de la Russie par exemple. Ils ont tout un ministère en charge des questions d'urgence. C'est-à-dire, moi je pense que s'il y a très souvent évolution des érosions, c'est parce que lorsque la situation commence un peu, on ne prend pas à bras le corps. Nous attendons à ce que la situation évolue et puis ça s'aggrave, on vient à la suite. Moi, aujourd'hui, il faut, vous savez, le rôle de l'État, c'est aussi orienter le peuple et l'accompagner. Et si on constate que dans les montagnes, hein, la mentalité des Congolais, ils ont l'habitude de vouloir vivre un peu occupés par-ci, par-là. Qu'est-ce que l'État doit faire? Il faut accompagner cette population. Et dès lors qu'il y a une érosion qui est en gestation, quelque chose comme ça, vous mettez en place les services adéquats. Et on essaie un peu de attaquer à la situation. Et je vous donne des exemples précis. Au moment où je vous parle, au niveau du rond-point Petit Chose, par exemple, nous avons déjà introduit qui est là. On peut le menacer par un petit nid de poux. Un petit nid de poux, et là maintenant ça avance. Au niveau de Congo-Chine, qu'est-ce que nous attendons pour attaquer la situation? Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait une grande situation pour qu'on y arrive? Moi je pense, ce que j'interpelle, si on n'avait peut-être pas au niveau des services habilités, il faudrait qu'il y ait un service opérationnel en charge des érosions, c'est-à-dire chaque fois quand il y a pluie, on essaie de remarquer dans quelle zone ça commence à s'effondrer et en ce moment, on met les moyens en jeu et puis on attaque. Et pour finir, je vous dis par exemple sur l'érosion de Ngama-Kosso, ah non, et là, au moment où je vous parle, peut-être qu'on va avancer tout à l'heure, c'est des chemins qui y sont, mais ce ne sont pas des chemins qui avaient pour le marché. Et là aussi, il y a un problème au niveau de la passation des marchés. D'accord. On va donc en parler décidément, parce que là, nous sommes en 2014, donc là au mois de septembre, c'est la société SPC, Société panafricaine des constructions, qui est adjudicateur du marché. Et le marché pour traiter, nous sommes sur l'érosion de Ngama-Kosso, est donc évalué à 13 milliards, 1 million et 626 025 francs CFA pour être précis. Donc nous sommes à 13 milliards. Et les travaux ont donc pu commencer entre juin et juillet là, en 2016. Premier raconte 2 milliards. On peut dire aujourd'hui que tout a été pris en compte pour que cette société arrive au bout de cette érosion ornithoquilas? Voilà, présentement, Sergio, nous sommes aujourd'hui, si l'érosion nous intéresse effectivement, parce qu'il y a eu cette catastrophe naturelle, étant donné que les travaux ont été lancés et étant donné que les populations ont eu apprécié les travaux. Alors, il faut prendre tout à la fois. D'abord, il faut dire, Sergio, avant de parler de ces sociétés, parce que si on ne présente pas la situation, on ne pourra pas développer dans le sens. Avant de vous répondre, il faut dire,
que, aujourd'hui, permettez-moi, la ceinture de Brazzaville est composée des érosions. Et au nord, il se pose un problème de relief et la composition du sol. Nous sommes, quand vous regardez bien Talangaï, vous êtes là en face, en quelque sorte, d'une chaîne de montagnes purement sablonneuse. Monsieur Arsène a pu nous relater quelque chose de fondamental. Depuis 40 ans, ça veut dire le problème est saisi par l'État. C'est un problème de la nature du sol. Or, c'est du sable. Quel sable? Les géographes vous parleront du sable téqué. C'est un tas de sable mouvant. Nous le savons tous. Alors, la population a pris son temps de s'installer. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas joué son rôle de gendarme. Alors, je vois mal aujourd'hui qu'on puisse souvent incriminer la population si facilement. C'est comme si l'État vient en retard. Le Congo est indépendant depuis quelle année? Le Congo est indépendant depuis toujours, ça veut dire que nous avons un État. Et Ngouabi a su le dire. Il a crié à tout pour le peuple. Ça ne voulait pas en fait dire aller occuper. Non, ça appartenait au peuple, pas à un individu. Quand on dit au peuple, c'est l'État. Et Ngouabi avait un projet à l'époque, il fallait écraser tout, rembler la montagne pour avoir une surface plane. Parce que dans le sable, on peut bâtir que lorsqu'il y a une surface plane. Bon, les gens occupés, d'accord. Et je suis d'accord avec monsieur le juriste qui dit en ce moment-là, quel est le rôle de l'État? C'est d'accompagner les populations. Or, nous sommes en face d'une réalité naturelle. Il faut dire précisément ici, parce qu'il y a une catastrophe, que personne n'est à l'origine de la formation et de la création d'une érosion. Ni l'État, ni ces sociétés que certains incriminent, ni les populations. C'est des faits d'abord naturels. D'accord. Maintenant, parlons du traitement de cette érosion. Du traitement. Voilà. Dès que l'érosion s'annonce, la route existait déjà. C'est une pointe qui va s'annoncer vers le viaduc. Mais le problème, c'est qu'il y a eu négligence. Pour qu'il y ait érosion, il y a la passivité de l'homme. L'homme a été d'abord passif. L'homme, c'est lequel? L'homme, c'est celui-là d'abord, l'occupant du terrain. D'abord, les hommes eux-mêmes, c'est-à-dire que les populations... Je pensais que l'homme vous parlait de grands travaux, voilà. Attendez, je vais vous démontrer même que les grands travaux ne viennent que pour réparer. Non, mais les grands travaux ne viennent pas pour réparer, c'est pour traiter. Mais il faut qu'il y ait d'abord érosion pour que les grands travaux interviennent. Évidemment. Voilà. Donc il y a d'abord érosion. Et les grands travaux sont faits pour venir réparer. Mais quand ils viennent réparer, mais le marché n'est pas donné aux grands travaux. C'est à la société, comme vous l'avez dit, SPC. C'est une société qui vient pour donc créer des infrastructures. Alors, excusez-moi, je vous interromps parce que les débats qu'on vient de jouer, que tout le monde participe, parce que là, on parle des grands travaux. On sait bien la mission de grands travaux. Ils ont donné le marché à une société, j'espère, ou je pense qu'ils avaient le devoir de s'assurer que la société avait l'expertise nécessaire et la société a travaillé. Et du coup, on nous parle de problème de manque d'argent parce que sur les 13 milliards, il y a eu d'abord l'argent, donc 2 milliards versés à la société. Et la société a pu réaliser 175 mètres de collecteurs de 2,5 mètres avec chambre de chute. Donc là, tout ça, c'est un peu plus technique. Mais à un moment donné, il s'est arrêté faute de financement parce que les érosions, selon les experts de grands travaux, ne peuvent être que traitées pendant la saison sèche plutôt. Nous sommes passés à la saison de pluie. Ils le savent tous là. L'argent n'est pas sorti. Comment vous le justifiez? Bon, en tout cas, avant même de répondre à votre question, je souhaiterais quand même éclairer certaines choses ici. En fait, l'érosion ne peut pas être considérée comme forcément un phénomène naturel. Tout simplement parce que, tel que la nature est bâtie, la nature elle-même a pris des dispositions pour couvrir son sol. Mais c'est l'homme qui vient l'ouvrir, sans tenir compte du relief comme Romik venait de le dire. L'homme a ouvert les pistes, les voies pour que l'érosion prenne naissance. Parce que depuis la nuit des temps, avant que les populations n'y habitent, Ngamakosso n'avait pas autant d'érosion. C'est en fait la pression humaine sur la terre, accompagnée par le ruissellement des eaux de pluie qui entraîne au déclenchement des érosions. Et je rejoins maintenant M. Iwanda lorsqu'il a dit que quand les érosions commencent, il y a des pointes qui apparaissent, la responsabilité de l'État, c'est de réparer. Or, l'État laisse évoluer ces érosions jusqu'à ce que ça s'aggrave au point d'entraîner des catastrophes que nous voyons. Maintenant,
je reviens pour dire que je n'accuse pas les populations du fait que les populations sont devant un besoin de logement qui fait qu'à défaut de ce qu'on aime, ils sont obligés de s'installer dans ce désordre. Pourquoi l'État n'assume pas sa responsabilité? Il y a ce qu'on appelle des logements sociaux. Vous allez voir même que quand le gouvernement a pris la responsabilité de construire des logements sociaux, vous les avez vus, mais ils ne sont pas habités par les populations qui sont dans le besoin social. Ce sont les mêmes responsables qui sont nos dirigeants, qui sont les hauts fonctionnaires, qui sont les hauts responsables, qui ont déjà des gros bâtiments, qui ont des grandes maisons, qui sont allés encore acheter ces maisons au point où les populations qui sont dans le besoin ne peuvent pas avoir où habiter. Qu'est-ce que vous voulez devant une telle situation que les populations fassent? Ils sont obligés de se faire loger là où ils peuvent avec toutes les conséquences dramatiques que nous vivons. Donc là, c'était sur la situation de la raison fondamentale des horreurs. Donc il y a la pression de l'homme qui est obligé d'aller habiter parce qu'il n'a pas où habiter, parce que l'État n'a pas assumé ses responsabilités dans la question des droits fondamentaux de l'être humain. Le droit au logement, il ne l'a pas fait. Excusez-moi de vous interrompre, vous êtes de la société civile, c'est bien de nous rappeler tout cela, mais les financements, il y a eu un montant connu, mais qui n'est pas toujours, en fait, qui n'a jamais été reversé à l'entreprise. Comment vous comprenez ça, tant qu'on sait l'importance ou la difficulté que cela pouvait causer? Ce n'est pas le seul cas. Dernièrement, j'ai suivi, il n'y a pas longtemps, au Parlement, le député Ibovi a interpellé le ministre des Grands Travaux sur une bagatelle somme de plus de 100 milliards de francs CFA que ce dernier a sorti au trésor public pour construire une route qui n'existe pas. Si déjà, pour autant de milliards sont retirés pour construire une route fictive, à plus forte raison pour les heureux. Donc aujourd'hui, je suis en train de soulever la question. Est-ce que l'entreprise avait des qualités, avait les capacités techniques pour traiter pour faire ce genre de travaux? Deuxième question, est-ce que réellement il y a eu une évaluation pour voir si réellement les fonds ont été décaissés et que l'entreprise, ce qu'il a reçu, c'est ce qui était sorti réellement au trésor pour faire ce travail. Parce que déjà, l'une des raisons qu'on avance, c'est la période pluvieuse qui a fait que les travaux ne pouvaient pas continuer. Or, ça, ce n'est pas une raison, parce que si c'était la vraie raison, après donc, cette période pluvieuse, pendant la saison sèche, les travaux auraient pu continuer. Or là, on constate qu'il n'y a pas d'argent. D'accord. Je reviens vers vous. Non, attends, je voudrais regarder certaines choses. Libre à M. Hassen de dire ce qu'il pense. Et puis il faut qu'il sache aussi que ce n'est pas parce que Jean-Claude Ibovi, qui est député, a parlé d'une histoire et que c'est vérifié déjà mais ces Jean-Jacques ne décaisse pas l'argent des grands travaux de trésor public. S'il y a un ouvrage, l'argent des trésors publics est pris par l'entrepreneur qui exerce, qui réalise les travaux. Donc déjà sur le point que M. Bouya a sorti de l'argent, on peut crier sur Bouya sur certains points, mais là, il faut quand même mettre des doutes parce que M. Bouya ne réalise pas les travaux et selon tel que les contrats sont conclus, il ne touche pas à l'argent. Il facilite la conclusion du contrat par les appels d'offres sur la demande du ministère technique. Voilà. Ensuite, on sait bien que les grands travaux également veillent sur les ouvrages à donner à l'État. C'est un organe de l'État. Et si on voit un ouvrage comme ça, et qui, déjà, si on comptabilise, ça fait de 5 milliards qui est sorti là-bas, et le pluie qui tombe, ça annule tout. Et le grand travaux était conscient que ces genres de travail ne peuvent pas être faits en demi-teinte. Il faut aller jusqu'au bout, sinon vous reprenez à zéro. C'est ce que je vous dis la même chose. C'est la même chose. Est-ce que c'est les grands travaux qui ont pris l'argent donné à l'entreprise SPC? Non. Le problème, c'est quoi? L'État congolais a manifesté le besoin de lutter contre cette érosion de Ngamakoso. Prenons ce cas d'abord. Ok, combien? 13 milliards, 1 million et quelques. C'est bien. Alors, l'argent est donné en avance. Mais je crois qu'il est arrivé que soit l'État n'était plus en mesure de poursuivre le financement vu les urgences et vu les problèmes par rapport au rythme qui devrait suivre pour que les travaux finissent à temps. Puis, moi j'ai fait des reportages sur cette érosion. Les travaux avançaient quand il y avait l'argent. Mais après, ça s'est arrêté. Alors, maintenant quand ça s'arrête, la pluie ne s'arrête pas.
Les ruissellements d'eau ne s'arrêtent pas. Même le peu qui était fait était finalement emporté. Et c'est là où arrive la catastrophe. Dans ce contexte, qui doit-on incriminer? Moi, je crois qu'il faut poser le problème en termes de gestion des urgences. Comme il y avait le problème d'érosion qui urgeait, je crois qu'il fallait tout faire, bloquer certains chapitres ailleurs pour finir les 13 milliards afin que l'entreprise parte jusqu'à la fin. Mais ça, c'est un problème du gouvernement de manière globale. Ouais, vous allez réagir rapidement. Oui. Permettez, monsieur Kina, s'il vous plaît. Moi, je crois, monsieur Dimi, vous avez su bien le dire. Lorsqu'on parle des grands travaux, il ne s'agit pas ici d'incriminer les grands travaux comme tels, mais seulement, vous dites que les grands travaux devraient faciliter l'appel d'offres. Lorsqu'on parle d'appel d'offres, ça n'a rien à voir avec les grands travaux. Nous avons toute une direction qui est rattachée au ministère des Finances. Par exemple, la DGCMP, Direction Générale du Canton de Marché Public. Lorsqu'on parle d'appel d'offres, ça se passe à ce niveau. Et qui est rattaché pas aux grands travaux, mais à l'autre là. Les grands travaux, c'est quoi? N'oubliez pas que nous avons un ministère des travaux publics et un ministère des grands travaux. C'est-à-dire, tous les travaux à grande envergure, ça appartient à oui, ça appartient à grands travaux. Nous, c'est le point du suivi. Lorsqu'on a un chantier appartenant à son service, à son département, c'est quand même nécessaire, sinon important pour les agences, sinon le ministère des grands travaux, de pouvoir exercer un contrôle. C'est comme on n'a pas vu, d'où la situation évolue. Hein? C'est ce qu'il fallait. Il fallait que dorénavant. Moi, je pense que. Parce que depuis. S'il vous plaît, en 2013, 2014, c'est quand même la période de la vache lait ici dans notre pays. Vous n'allez pas dire qu'il manquait, on n'était pas encore, entre guillemets, dans la rupture. Moi, je pense que je vais apporter. Donc, il y avait toute la possibilité de suivre les travaux. C'est ce qui n'a pas été fait. Merci beaucoup. Voilà, et aujourd'hui, on paie le pays. Merci beaucoup. Je veux, avant que vous réagissez, ajouter également l'érosion au niveau donc des Londa, où les travaux du centre international de conférence, la sortie d'évacuation d'eau, et il ne restait que moins de 200 millions de francs CFA pour permettre à ce que l'évacuation arrive jusqu'au fleuve. Mais cela n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on risque de voir même Elona, même le centre sportif de Kintélé puisse être menacé par l'érosion. Bon, Serge, en tout cas, nous avons fait la ronde. Le problème, c'est de poser clairement la question, pourquoi ces érosions? Alors, ce qui est vrai, aujourd'hui, on s'acharne parce que nous sommes en face d'une population meurtrie aujourd'hui. Nous sommes en face d'une population qui vit dans le risque. Mais attention à ce que nous disons. Nous sommes allés sur le terrain. Nous avons fouiné partout. Je me permets de le dire, j'étais partout pour tâter la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? La société, comme je l'ai dit, SPC, a été appelée pour répondre à cette érosion. Cette érosion n'avait rien à voir avec la voie, la chaussée. C'est un peu plus bas. Et la société a perçu sur les 13 milliards, elle a perçu 2 milliards. Elle s'est mise au travail. Les images existent, même Top TV, Nous avons fait des reportages. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Vous voyez, de 13 milliards à 2 milliards. Et il faut se poser maintenant la question, pourquoi l'État n'a pas répondu globalement au paiement de ces fonds? Or, les travaux ont lieu. La première réalisation a lieu entre juillet et septembre. Nous sommes pendant la saison sèche. Or, les travaux, la réparation des érosions, réalisés dans un terrain sablonneux, surtout celui-là, ne peuvent avoir lieu qu'en période de saison sèche. Alors, malheureusement, l'État n'a pas répondu à ce financement. Conséquence, quand la période des crues est arrivée, alors une bonne partie de l'ouvrage a été emportée. Un deuxième financement s'est réalisé. 2 milliards pour résister encore. Malheureusement, toujours l'État ne tenait compte de la réalité actuelle. La crise a commencé quand? Mais il faut aussi rappeler que tout dernièrement, la société a perçu 1 milliard de francs CFA avant que la dernière pluie puisse faire effondrer. Voilà. Mais c'est quand cette société était en plein travail, à constater que nous sommes dans la période de crue, il fallait que vite que l'État finance pour que les travaux puissent s'adapter à la saison. Malheureusement, l'État, pris par le cours de cette crise financière qui touche tous les secteurs, n'a pas pu répondre à ce besoin. Alors, lorsque les dernières pluies de décembre sont arrivées,
ces pluies ont emporté toutes les infrastructures jusqu'à créer un ensablement du viaduc qui aujourd'hui paye le prix. C'est un grand risque. Donc, il faut bien expliquer aux populations. Mais dans ce moment-là, Sergio, lorsqu'on veut responsabiliser, alors soyons clairs, l'entreprise a eu à travailler. Les grands travaux ont libéré les marchés. Les travaux ont eu lieu. Sinon, on ne parlerait pas de cette infrastructure qu'on trouve là-dedans. J'en ai vu, j'ai touché du doigt. C'est l'État. Je dis encore, c'est l'État qui en est responsable. Mais l'État aujourd'hui, c'est qui? C'est le ministère des Finances. C'est le gouvernement de la République. Maintenant, quitte à nous de chercher à comprendre pourquoi alors toutes ces érosions ont lieu. Vous allez constater qu'il y a un problème de manque de financement au niveau de ces entreprises. Monsieur Hassel. En fait, je voudrais rappeler quelque chose. Au début, nous avons dit que l'érosion ne concerne pas seulement cette partie. C'est toute la ceinture de Brazzaville. Par exemple, quand vous arrivez à Lambre, au quartier Mfilou 2, arrondissement Mfilou, donc la circonscription numéro 2, c'est une catastrophe. Donc, toutes les personnes qui habitaient sur la partie de Lambre vers le marché, ils ont quitté. Tout simplement parce qu'il y a l'érosion depuis Sadelmi qui est en train de tout emporter. Et c'est dû à quoi? Au ruissellement des eaux, parce que les eaux qui venaient vers le PSP de Sadelmi là ont été conduites. L'ancien député n'avait pas fait exprès. Il pensait qu'il fallait aider les populations de cette zone, orienter les eaux vers là-bas. Et ça a créé une catastrophe qui est une grande érosion aujourd'hui difficile à maîtriser. Mais qu'est-ce que le député de Mfilou, par exemple, est en train de faire actuellement? Monsieur l'honorable Bidier Elbe, est en train de s'organiser pour lutter de façon élémentaire à cette érosion. Lutter de la sorte. J'arrive. Effectivement, mais attends, je vais vous démontrer qu'on peut le faire. Il suffit que les gens se mobilisent. Alors, actuellement, il a lancé l'opération d'abord pour aider les populations qui sont envahies par le sable. Il est en train de désensabler. Et il va lancer une grande campagne de mobilisation des fonds parce qu'il se rend compte que chacun peut apporter quelque chose, même de façon naturelle pour aussi ça. Régler les problèmes des élections. Quel est le niveau? Je vais vous prendre un exemple simple. Attendez. Vous savez le rôle. Attendez. Je peux vous citer les érosions qui ont été maîtrisées avec le truc naturel. Le problème, c'est parce qu'on attend trop tard. Ça veut dire que lorsque vous avez en amont, vous bloquez les eaux en canalisant pour que ça ne tombe pas dans l'endroit. En aval, en aval maintenant, vous plantez de telle sorte que tout ce qui est déjà creusé soit envahi par les plantes comme les bambous de Chine, comme ceci, ça arrête les érosions. Oui, s'il vous plaît, on va aller vite parce qu'on a un deuxième sujet. On va maintenant essayer de parler de l'avenir parce que c'est vrai, on connaît comment ça a commencé, on parle qui est responsable, mais les populations de Ngamakosso qui vivent dans cette zone ont maintenant besoin d'une solution parce qu'on sait bien qu'aux prochaines pluies, la route va certainement être coupée et il y a le conduit d'eau de la SN2 qui fournit de l'eau au niveau plutôt de Wenze, Poto, Mungali, et on n'aura plus d'eau par ici. Et finalement, c'est aussi des maisons environnantes qui risqueraient d'être englouties. On craint des pertes dans vie humaine, donc les conséquences à venir si les prochaines pluies tombaient, c'est vraiment gravissime. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Sergio, allez-y. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur Hassel est libre de faire la promotion d'un député qui a dû faire quelque chose pour le bien de la population, mais qui s'est avéré parfois catastrophique. Et celui qui aujourd'hui vient essayer de colmater les histoires pour arranger, c'est bien, mais est-il qu'il y a une certaine envergure qui demande l'intervention des grandes puissances, de la puissance publique et de l'État. C'est-à-dire la situation actuelle d'Ngamakosso, la situation actuelle de Sadelmi, la situation actuelle de l'université de Nice Sassou Nguesso, du lycée d'excellence et autres. C'est des situations qui demandent des grandes mobilisations financières. Les problèmes, c'est quoi? C'est l'État qui doit savoir qu'il a des vies humaines à sauver. Il n'a pas que ces infrastructures comme la route. Non, il y a d'abord les vies humaines. Vous savez combien de maisons sont parties dans cette région de Sadelmi et de Ngamakosso? Plusieurs maisons. Voilà. Vous savez combien de personnes sont mortes de crise d'hypertension, c'est-à-dire d'AVC, parce qu'il a tout perdu en quelques secondes?
Voilà. Donc le problème aujourd'hui, par rapport à l'ampleur du drame, l'État est obligé de faire un recensement exhaustif au plus pressé, faire des études au plus pressé et entamer avec des montants colossaux en évitant les petites avances qu'on donne quand il y a des problèmes et que quand on est en saison sèche, ils abandonnent les travaux. Après de mettre des maisons coulent encore, les routes partent, on revient. Non. C'est-à-dire, l'érosion de Ngamakosso nous veut 13 milliards. On n'a pas d'argent, donc on bloque tel secteur, on bloque tel secteur, arrangeons l'érosion. L'érosion de Sademi nous demande ceci, cela. C'est-à-dire, gérons les priorités et les urgences, tenant compte des dégâts que cela pose au niveau des populations d'abord, au niveau de l'État. D'accord, vous savez, la parole, juste rappeler que la société adjudicataire pense que voilà, il faut 3 milliards au minimum pour répondre de manière urgente à la situation donc, qui prévaut au niveau de Ngamakosso, donc au gouvernement, et notamment au ministère des Finances, de pouvoir trouver cet argent, parce qu'il s'agit bien de la vie des Congolais. Monsieur Sergio, ça c'est de la poudre de perlimpinpin. On ne doit pas une fois donner un marché à une entreprise qui a, à mon avis, échoué, parce que lorsque il y a eu passation de marché à cette érosion, ce n'était pas à cette hauteur. Nous devons se voir tout ça. Et cette entreprise n'a pas pu arrêter cette érosion. On doit voir tout ça là. Parce qu'il y avait nous avons, s'il vous plaît, non, avant qu'il y ait financement, vous imaginez, on ne doit pas, parce que jusqu'ici, j'ai comme impression, lorsqu'on parle de l'État, et personne morale bien sûr, mais l'État est représenté. L'État est représenté à ce niveau. Les grands travaux n'ont pas su jouer son rôle. On doit être clair et net. À mon entendement, déjà pour les populations de Ngamakosso, Manenge, qui souffrent maintenant, nous devons faire un effort. On a dit c'est tout Brazzaville. Tout Brazzaville. Ouais. Maintenant, je parle d'abord de la situation de Ngamakosso, c'est parce que c'est la grande érosion dont il y a. Pourquoi? Parce que la route est coupée. Pour moi, je pense que la société actuelle devait faire en sorte qu'il y ait au moins une passerelle. Parce que les voitures qui viennent de Manyang à Ngamakosso, il faut quoi faire. Il faut qu'il y ait une passerelle. C'est les 3 milliards du Dieu. Non, mais quand il y avait d'autres milliards, ils n'ont pu le faire. Et Segundo, Segundo, j'aurais bien voulu, si jusqu'ici, il n'y a pas, par exemple, un service au niveau des grands travaux en charge du suivi régulier des marchés publics, qui le fasse. Ou alors, au niveau de la présidence, c'est où qu'on crée un service en charge des services d'urgence pour que... Bon, regarde, monsieur Sergio, il y a un problème, je vais vous faire comprendre. Maintenant, là, on s'est focalisé sur les régions de Ngamakosso. N'oublions pas, on a cité aussi, avec le collaborateur, qu'il y a d'autres petites érosions. Pas qui sont des grandes érosions. Donc, il faut déjà commencer à attaquer petit à petit à ces érosions, avant que cela ne devienne... Voilà, la dernière question, vous allez réagir. Je veux juste te poser la dernière question, parce qu'on se rappellera, lors de la mise en place de ce gouvernement, nous sommes au mois d'août, le président de la République a donné comme orientation de manière urgente, je l'ai cité ici, dans le compte rendu public par le porte-parole, la mise en place rapide d'un comité interministériel de lutte contre les érosions, notamment pour les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire, afin donc de prévenir toute catastrophe éventuelle. C'est une orientation de la présidence de la République, du président de la République. Oui. Comment comprendre que depuis le mois d'août, nous sommes au mois de janvier et nous sommes en train de regretter une mauvaise gestion d'une situation qui aurait pu être évitée? Comment comprenez-vous ça? Je peux vous faire un partage. J'ai eu à consulter un géographe de l'université Maringouabi, un docteur. J'ai eu à consulter des pédologues à ce sujet et ça a été toujours une préoccupation. Au moment où le président lui dit, moi je dis toujours, quelle est la situation du pays? Je parle pas comme un membre du gouvernement, comme j'ai l'habitude de dire. Mais je suis allé toucher du doigt, je constate que le Congo... Mais si le président l'a dit, je vous en prie, travaux, le président lui dit, en musique, alors qui donne de l'argent aux grands travaux pour mettre cela en musique? Mais c'est une politique qui doit accompagner. Il y a du concret. Alors vous allez constater que partout vous allez toucher, il y a un problème de financement. Alors pour répondre... Donc pour vous, le ministère des Finances n'obéit pas à la vision du chef d'État. Mais je l'ai dit clairement, s'il y a érosion aujourd'hui, ces entreprises qui ont perçu de l'argent auprès de l'État ne sont pas à incriminer parce que sinon les audits sont possibles à être faits, sinon le procureur peut les interpeller. Quand vous allez vérifier, partout il y a eu érosion, il y a eu arrêt des travaux. Mais les infrastructures sont là, il y a eu arrêt des travaux, faute de financement. Que voulez-vous qu'un entrepreneur fasse? Quand
l'État ne finance pas, mais il a déjà travaillé. C'est ça le problème. Déjà là, à Ngama-Kosso, 175 mètres a été fait. C'est pas facile, hein. C'est pas facile à une profondeur de 200 mètres. Ça nous l'avons vu. Mais quand il y a un financement, moi je me dis, mais l'État, quelle est la volonté réellement de l'État? Mais il s'agit du ministère des Finances. Maintenant, quitte au ministre des Finances d'expliquer à l'opinion qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est ça. Exactement. Donc, maintenant, pour répondre... il faut jeter la voilà. C'est que vous avez posé une première question. Pour répondre à ta question, Sergio. Alors, soyez un peu panoramique. Hein? Et nous le disons ici que la ceinture de Brazzaville est bourrée d'érosion. Je vous assure. Ce que nous voyons là sont que des pointes. Mais il y en aura plusieurs. Parce que le relief est sablonneux. Parce que ça, c'est une question qui devait interpeller l'État. Vous réparez ici, demain vous aurez une autre pointe. Vous réparez ici, imaginez-vous, si en 50 ans, nous pouvons réparer 124 pointes, à quoi va ressembler Brazzaville? Mais à un amphithéâtre bizarre à voir qui n'aura jamais l'image d'une ville. Or ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Il faut une grande politique, vraiment une grande politique, comme a dit le chef de l'État, qui fera face aux érosions. Pas en attendant des pointes d'érosion, créer des failles pour venir réparer et habiller en créant des machines végétales. Non. Sinon, on risque d'avoir des villes où, ici, il y a une cité, là, c'est une forêt. Donc, ce qu'il y a à faire, il faut s'attaquer directement à ce relief. D'accord. Et ça ne demande pas de l'argent. Parce que c'est des tracteurs qu'on envoie qui démontent la montagne. Pour preuve, pour terminer. Terminer parce qu'on n'a plus le temps. Le plus grand danger que court Brazzaville, c'est que le sable se déplace. La montagne sablonneuse se déplace. Aujourd'hui, elle a traversé le pont de Mikalou. Les gens ne se rendent pas compte. Donc, dans 10, 20 ans, 30 ans, la rivière Timé va disparaître. D'accord, merci beaucoup. Et ce qui pose d'ailleurs, cette question de l'urbanisation de la ville, mais aussi du civisme des populations, parce qu'on va se rappeler que la première tête d'érosion au niveau de Ngama-Kosso a été traitée avec la méthode de gabillonnage, mais finalement, c'était les populations des vandales qui sont allés retirer voilà, et puis construire des maisons, et finalement on arrive c'est ça les antivaleurs. Donc il faut également les antivaleurs au ministère chargé de cette question de pouvoir instruire les populations pour que les travaux déjà réalisés, qu'on ne revienne pas à la case du départ. Merci beaucoup, messieurs. On va passer donc à notre deuxième sujet. Et là, on va parler du budget de l'État. Certainement, on pourra encore revenir sur cette question d'érosion, parce qu'on va regarder de près les chiffres pour essayer de voir un peu la volonté politique, si c'est arrimé avec ces budgets exercice 2018. À tout de suite. De retour sur ce plateau de Presse Tribune, mesdames et messieurs, vous êtes bien dans votre magazine où les questions d'actualité sont analysées, décryptées avec les spécialistes. Aujourd'hui, ils sont là. Nous venons donc d'évoquer la situation des érosions à Brazzaville, notamment l'érosion de Ngama-Kosso et des solutions à apporter de manière urgente. On va maintenant évoquer les budgets de l'État exercice 2018 en examen au niveau du Parlement. C'est un budget qui traduit la volonté de l'État à pouvoir répondre aux besoins des populations. Et on va s'intéresser sur quelques cas dans ces budgets pour essayer de voir vraiment s'il y a adéquation entre cette volonté et les prévisions dans ce budget. Alors vous le savez, le budget s'élève en ressources à la somme de 1602 milliards 619 millions de francs CFA et en charge à la somme de 1383 milliards 619 millions de francs CFA, un budget un peu à la hausse par rapport au tout dernier révisé de l'État dans un contexte, vous le savez, macroéconomique difficile. Alors la première question, je vais bien la poser à monsieur Hassen. Ce budget de l'État, vous l'avez suivi, le dépôt, on a eu quand même cette opportunité de regarder de près. Pour vous, vous pensez que c'est un budget réaliste face aux situations actuelles du pays? Bon, en tout cas, j'ai regardé ce budget, ce projet de budget, comme on dit, une lecture en diagonale, mais du coup, déjà, le premier constat, les recettes sont sous-évaluées, très sous-évaluées, au point où il y a près de 400 milliards qui auraient pu être incorporés dans ce budget, qui n'y sont pas. J'y arrive. Comment je le dis? Vous reprenez, par exemple, dans les hautes recettes. Dans hautes recettes, on dit donc des recettes fiscales. Vous avez par exemple la vente des cargaisons pétrolières. Or, dans les recettes
dans le secteur pétrolier, vous avez les recettes de droit commun, qui sont les impôts et autres, les taxes douanières. Vous avez les recettes sectorielles. Or, dans les recettes sectorielles, en ce qui concerne le secteur pétrolier, il n'y a pas que la vente des cargaisons de pétrole. Le pétrole a plusieurs autres recettes, comme la provision pour investissement diversifié, comme la redevance superficielle, comme ainsi de suite, la redevance sur autoconsommation, qui sont payées directement par les entreprises au trésor public. Mais quand on voit vente des cargaisons pétrolières, il s'agit de la part du brut, donc des paiements en nature que les sociétés font à l'État, qui sont vendus par la SNPC pour le compte de l'État. C'est ça qu'on appelle vente des cargaisons pétrolières. Or, dans les recettes pétrolières, vous avez les autres recettes qui sont payées en numéraire directement au trésor public par les entreprises. Donc, quand vous regardez comment, dans quel chapitre ces recettes, par exemple, ont été retenues. Parce que quand on voit là-bas, je crois que c'est 700 et quelques milliards pour la vente des cargaisons, on se pose la question, pour un député qui va analyser ce budget, où sont les recettes fiscales de droit commun là? Ces recettes-là, est-ce que celles du secteur pétrolier, du secteur forestier et du secteur minier sont incorporées dans le premier chapitre, le premier titre qu'ils ont incorporé, recettes fiscales? Ou bien c'est désagrégé de telle sorte qu'on puisse se retrouver. Quand on regarde, on ne voit rien. Là, c'est sur les recettes pétrolières. Quel est le problème? Pourquoi je dis que tout n'est pas incorporé? Vous avez par exemple, sur les barils qui reviennent au Congo, ils sont repartis. Tout n'arrive pas au trésor public, n'est pas incorporé dans le budget. Vous avez par exemple près de 5 millions à 6 millions de barils qui sont envoyés à la CORAF pour être raffinés afin d'alimenter le marché en carburant. Mais dans le contrat, qu'on appelle le contrat de performance, il est prévu à l'article 9 que l'État livre à la CORAF ce brut. Dans les 90 jours qui suivent, la CORAF reverse l'argent dans la contrepartie numéraire de ces livraisons au trésor public. Or, il s'avère que la CORAF ne verse pas cet argent au trésor public et cela n'est pas incorporé aussi non plus dans le budget. Pourquoi? Il faut poser la question au gouvernement, pourquoi ce n'est pas incorporé dans le budget? Deuxième partie des barils qui reviennent à l'État, c'est ce qu'on appelle les accords commerciaux entre les sociétés pétrolières et l'État. Donc, ils prennent, dans le cadre des accords commerciaux, sur la fiscalité de l'État en nature, les sociétés Eni Total commercialisent une part du brut. Mais cet argent est versé dans un compte spécial du gouvernement. Au départ, ce compte devrait servir à payer Escom, Socofront et autres pour les travaux. Mais aujourd'hui, ces travaux sont pour la plupart réalisés par les sociétés chinoises. À quoi sert cet argent? Pourquoi il échappe au budget de l'État? Où ça va? Il n'y a pas que ça. Vous avez aussi l'argent qui est une part de brut qui est récupérée par Eni Congo dans le cadre des centrales électriques du Congo et dans le cadre de centrales à gaz de Nzeno. Mais tout cet argent-là, par exemple, c'est hors bilan, au point où quand on regarde les recettes qui sont déclarées par les entreprises et les recettes qui sont déclarées par l'État, il y a toujours un écart dans la loi de règlement et autres. Et ça ne s'arrête pas là, vous arrivez par exemple dans le fonds forestier. Mais là-bas, on a mis 4 milliards de francs CFA pour le fonds forestier. C'est en deçà de la réalité des recettes qui arrivent parce que rien que pour 3 taxes, je ne dis pas pour 3 taxes, la taxe superficie, taxe de déboisement, taxe d'abattage, mais au niveau, sur les recettes de 2015, on est déjà à plus de 11 milliards de francs CFA, rien que pour les 3. Or, dans le fonds forestier, sur les 7 qui sont retenus dans le fonds forestier, vous êtes seulement à 4 milliards. Où va cette partie d'argent? Monsieur Hassen, merci. On va donc revenir à vous. Mais je veux poser la question donc à Arnaud Dimi. Nous sommes donc dans le discours du président de la République. Il a parlé, ça je vais citer, donc nous sommes sensibles au service rendu à la nation et au sens patriotique de nos compatriotes agents de l'État à la retraite. Nous sommes conscients de leur sacrifice. L'État s'emploiera à honorer ses engagements vis-à-vis de cette composante essentielle de notre pays. Mais quand on regarde dans le budget, les prévisions pour notamment les questions de retraités, c'est 50 milliards, plus avec quelques poussières.
Mais quand on regarde, il en faut un peu plus sur cette question. Donc, pour chaque mois, quand on divise par 12, donc 50 milliards, vous avez au moins 4 milliards 200, alors que actuellement, il faut au moins 5 milliards 145 millions de francs CFA pour payer chaque fin du mois les pensions des agents, notamment la CREF. Selon vous, vous pensez que dans ce budget, les financiers a regardé aussi la volonté du chef d'État? Bon, Sergio, déjà, je vais retenir que ce budget est élaboré, en réalité, dans un contexte particulier. Nous le connaissons tous, c'est un déséquilibre criard au niveau de la macroéconomie nationale. Ensuite, le discours du président, c'est une orientation générale. Et n'oubliez pas que les budgets, c'est un document qui est à titre indicatif. C'est une boussole qui permet d'orienter la politique générale de la République. Je vous prends 4 simples. Là, au moins, il y a 50 milliards qui sont prévus pour les 12 mois. Mais vous avez des cas que vous n'avez pas prévus. En 2012, on ne savait pas qu'on allait avoir les explosions. Et comment devront-on faire pour faire face à ça? Non, moi je crois qu'il n'est pas dans le cadre du budget. Alors c'est très très difficile d'avoir un chiffre exact et que ça s'exécute comme ça. Quand vous allez à l'époque, quand nous étions à l'université, c'est Djumangili qui nous faisait cours de finances publiques. Il insistait toujours sur le fait que le budget, c'est les prévisions. C'est juste les prévisions. Voilà. Et c'est à partir de ces prévisions qu'on peut réaliser concernant certains projets, et d'autres aussi peuvent être prévus, mais on n'a pas eu l'argent à ces degrés. Mais on peut arriver que l'État sous-estime des ressources et qu'en cours d'année, il y a d'autres recettes qui s'ajoutent et qu'on fait face même à certaines situations qui peuvent se présenter ou qui allaient être mises en retrait. Donc, pour moi, je crois que ce qui est primordial, c'est le fait qu'il y ait quand même assez de montants colossaux réservés à cette situation des Congolais qui ont travaillé pour le pays, qui ont fait valoir leurs droits à la retraite et qui doivent avoir leur pension à la fin. Mais ce n'est pas un montant colossal, parce qu'on voit bien, excusez-moi, je vais vous couper, je donne la parole donc à Aaron Kokila, ce n'est pas un montant colossal, on voit bien que c'est en dessin plutôt de ce qui est prévu. D'ailleurs, vous parlez d'un budget, une prévision, mais une prévision programmative, on connaît ce qu'il faut. On ne peut pas mettre en dessin tout en espérant que... Est-ce que là, il n'y a pas lieu à l'autorité budgétaire, qui est d'ailleurs le Parlement, M. Kokila, de pouvoir revoir cette copie pour mettre en phase la réalité, la volonté du chef de l'État avec ce qu'il faut faire, notamment pour cette couche de la population congolaise? Bon, c'est pas l'unique couche c'est pas l'unique secteur qu'on doit privilégier. Bien évidemment, il y a plein de secteurs. On le dit parce que nous avons vu la misère de ces derniers qui ont eu à cotiser toute leur vie et qui n'ont pas le droit normalement, le droit de subir le martyre, quelle que soit la crise, parce que c'est des gens qui ont eu à cotiser. Moi, je pense qu'il faut qu'on voie les priorités. Il faut voir les priorités. Vous voyez que nous venons de déballer sur les érosions. Il y a une politique comme ça, dégagée par le chef de l'État. Ça, c'est un problème parce qu'il va de la vie des populations. Et le budget, donc, pour ma part, on devait être plus regardant, le Parlement congolais devait être plus regardant sur les priorités. Pour les priorités, actuellement, pour moi, il y a d'abord des questions humanitaires. Donc, la question des érosions. Ça, c'est inévitable. On en parlera aussi. C'est la nature qui s'impose à nous. Et quand elle s'impose à nous, elle peut créer la mort. Alors, à côté, il y a la question des retraités. Oui, les retraités, parce que quand j'ai fait un peu de vérification à ma manière, vous l'avez su le dire, ce budget alloué à la caisse des retraites est fixé à 50 milliards. Alors, mais quand tu vérifies bien, vous vous rendez compte que pour qu'on paye les retraités chaque mois, il faut 4 milliards et quelques. Non, il faut 5 milliards. Voilà, disons, on peut arrondir. 5 milliards 145 millions. Voilà, 5 millions. Alors, du coup, il se pose un déficit. Pourtant, nous sommes dans une situation de crise. Les retraités ont atteint presque une année. Et quand je vois l'emphase que le président a mis dans son discours, ça a suscité de l'espoir. Et les députés doivent le savoir. C'est des personnes
qui ne sont pas redevables à l'État. Ils ont eu à travailler. Donc, il faut qu'ils essaient de réfléchir. Or, à côté, il y a des dossiers traités, des sortants, des retraités, non, des actifs sortants qui doivent intégrer la caisse des retraites. Aujourd'hui, ils sont à 4300. Donc, du coup, ça va faire une masse de 1,80 milliard. Et quand vous ajoutez à 5 milliards 145 le coût mensuel, et là, vous constatez que la masse salariale augmente et nous sommes à 7 milliards. De différence. Est-ce que je me dis aujourd'hui, le Sénat congolais qui est bourré de retraités a pris conscience de cela? Mais il se retrouve dans cette caisse. Déjà, je disais ici que pour payer un professeur d'université ou bien un diplomate congolais, il faut qu'il ait une cotisation de 150 actifs. Donc, je pense que si le Parlement congolais rate cette occasion de penser franchement au budget de la caisse des retraites, ils vont créer un problème qui ne sera jamais résolu. Voilà. Et ils ne vont jamais rimer avec la volonté du chef de l'État. Donc la situation restera statique, elle va jamais changer. Et il faut même ajouter qu'à la fin de cette année, plus de 3000 encore, mais ces vont valoir leurs droits à la retraite et ils vont être donc ajoutés à tout cela. On va parler d'érosion quand on a essayé de scruter encore ce budget. Pour le traitement de l'érosion, une volonté urgente du chef de l'État, mais il est prévu que 1 milliard de francs CFA pour résoudre toutes les questions d'érosion. Excusez-moi d'en rigoler un peu, c'est pas, je rigole pas du montant, mais j'ai pensé à autre chose. C'est le montant. Bon, ça c'est vous qui le dites. 1 milliard. Est-ce c'est suffisant? Est-ce que vraiment là aussi il faut pas... Si déjà là il faut 13 milliards, vous voyez que... Merci monsieur Sergio. Nous sommes peut-être pas ici les techniciens des finances publiques, mais seulement c'est pas de cette manière que nous devons lire le budget de l'État. Même si c'est pas prévu, il y a toute une rubrique, c'est qu'on appelle dans le budget de l'État, ce qu'on appelle charges communes. C'est-à-dire un ensemble de dépenses qui ne sont pas prévues et quand ça arrive soudain, et on engage. Mais ça, c'est pas des choses connues. Non. C'est comme ça. On peut parler en termes de 1 milliard, mais il y a ce qu'on appelle charge commune. Je vous prends l'exemple, par exemple, du 4 mars. Vous vous en souvenez? Est-ce qu'il y avait une rubrique qu'on savait que voilà, il y aura une capacité? Mais ça, on le sait, on a pris l'argent de générations futures. C'est connu tout le monde. Non, mais je ne veux pas revenir sur le débat sur les générations futures, mais je vous informe ici et de façon claire qu'il y a une rubrique dans chaque budget qu'on appelle charge commune qu'on peut piocher. Mais je vais d'abord rebondir sur ce qu'a dit M. Hassel. Vous savez, le ministre actuel des Finances, il est à mon étonnement très différent des autres ministres qui sont passés par là. Parce que vous voulez dire que différent du ministre Ndongo? Non, je ne cite pas les noms d'autres ministres qui sont passés par là. Il est très pragmatique, il est entouré des techniciens, il fait confiance à ces techniciens. Lorsqu'on a un budget, nous devons ici d'abord applaudir parce que le budget de cette année 2018, le projet de budget, parce qu'il n'est pas encore adopté, est supérieur au budget de l'année dernière. Donc c'est déjà un coup d'avance. Et puis, deuxièmement, on devrait faire certainement attention parce que si c'est quelque chose fait par des techniciens, quand M. Hassel dit cargaison et autres, non, on ne lit pas le budget de l'État comme ça. Nous sommes en situation de crise. Il y a des priorités. Vous vous en souvenez? Vous êtes sûr que tous ces techniciens mobilisés pour ce budget et des consultants même n'ont pas tenu compte de tous ces paramètres? Ah non, il y a déjà, je me souviens de la parole que j'apprécie beaucoup de la part du Premier ministre de la République qui disait « Un État sérieux ne peut pas dévoiler tout en public ». Et on doit tenir compte de cela. Donc, mais moi, je ne sais pas si vous êtes... On va donner, oui, allez, monsieur Hassel. Monsieur Iwanza, non, attends. C'est pas parce que le ministre est entouré des techniciens qu'il ne peut pas arriver à faire des erreurs, parce que ce pays a de grands techniciens, ça n'a pas empêché qu'on arrive à une crise sans précédent actuellement que nous vivons. Non. Le problème des cargaisons, je peux réexpliquer pour dire que je peux avoir une discussion avec ces techniciens pour leur démontrer que le fait d'avoir mis dans le budget, en ce qui concerne le pétrole, rien que vente des cargaisons pétrolières, si ce n'est que ça veut dire qu'il faut avoir un vrai débat
beaucoup de choses sont mises de côté et je veux le démontrer en disant qu'il suffit de voir les rapports de KPMG, il suffit de voir les rapports de l'ITIE sur les recettes pétrolières pour se rendre compte que même celui de 2015, le draft est déjà sorti. Il y a une différence énorme entre les recettes qui sont prévues qui ont été acceptées, qui est retenue dans la loi. Non, je vous interromps, excusez-moi, peut-être pas, je ne vous pose pas la question. Oui. Est-ce que vous êtes informé sur les gages, par exemple, les gages pétroliers que l'État congolais a engagés? Vous êtes informé? Il y a des questions les gages, regardez, s'il vous plaît, le grand problème ici, c'est la transparence. En ce qui concerne les gages, je peux te dire qu'effectivement, sur le gage, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai démontré sur la répartition des volumes de parts de pétrole qui appartiennent à l'État, je n'ai pas parlé d'une grande partie du baril qui sont vendus par la SNPC pour lequel l'argent est séquestré en Chine dans le compte, dans la banque Exim Bank pour ces gages. Ça, c'est vos informations, j'en ai pas. Je vous en donne, il faut lire. Non, ce n'est pas un problème de libre. Ce sont les rapports que l'État congolais publie en ce qui concerne la commercialisation du pétrole. Donc aujourd'hui, tout cela est prévu, mais le grand problème avec le FMI, ça se pose aujourd'hui, c'est le hors bilan. Ça veut dire que vous avez beaucoup de recettes qui ne sont pas retenues dans le budget, mais qui on compte pas qui montrent qu'en dehors du budget, vous avez beaucoup d'argent que vous avez dépensé en hors budget ou bien que vous avez mis hors budget. Et cela est un vrai problème aujourd'hui. Pourquoi on arrive à l'équilibre? Il faudrait que ces recettes, qui sont pourtant des dépenses réelles, faites par des recettes comme dépenses, qui sont des recettes de dépenses réelles, mais qui ne sont pas incorporées dans le budget au point où on hors bilan, c'est énorme. Et le FMI reproche ça. Merci beaucoup. On va terminer avec vous, M. Ernest Dimi. Ouais, moi je voudrais d'abord, puisque Hassan vient de parler, je voudrais d'abord dire ceci. Moi, je ne suis pas de ces Congolais qui ont toujours tendance à démontrer qu'ils connaissent mieux le travail des autres qu'eux-mêmes. Parce que je doute quand même que tous les experts... Non, mais vous allez pas dire comme ça, je vais vous couper, excusez-moi, parce qu'il y a toujours eu des experts, mais il y a quand même aussi des choses qui arrivent, qui sont des catastrophes. Ce n'est pas parce que c'est fait par les experts qu'il n'y a pas à redire. Qu'ils me fassent. La preuve d'ailleurs, c'est les parlementaires qui vont discuter. Mais c'est ça, mais voilà pourquoi j'ai dit, parce que tu ne m'as pas laissé le temps de terminer. Les experts de finances. Et n'oubliez pas que ce budget est fait dans un contexte, on a dit, particulier, avec la position du FMI qui également a donné quelques points de vue. C'est vrai que... Bien évidemment. Voilà. Ensuite, il y a la Commission économie et finances au-delà de l'Assemblée nationale du Sénat de manière globale. Vous voyez donc tous ces experts, d'un côté comme de l'autre, regardons, ne vont pas ressortir certains endroits flous qu'ils vont voir. Moi, je crois qu'il fallait plutôt dire à ce stade que j'ai constaté dans le draft, c'est d'abord un projet. J'ai constaté dans le projet, il n'y a pas tel chapitre, il n'y a pas tel chapitre, mais je suppose qu'au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, ils vont faire ressortir, y compris les déficits qu'on voit par rapport, tenant compte des illusions, par exemple, qu'on devrait on devrait y mettre plus d'attention pour aller réellement dans les chiffres concordants. Maintenant, concernant ce qu'a dit mon jeune juriste Iwanza sur le fait que 1 milliard, il y a des fonds, quoi là, bon, je ne sais pas, des gages de quoi, ce qu'il a dit. Moi, je crois ceci. Ça, c'est des choses qui ne sont pas connues. Les érosions, c'est une situation d'urgence. La pension des retraites, c'est une situation connue. Les établissements scolaires, les bourses et autres, c'est des choses qui sont connues, qui sont prévisibles. Donc, ils doivent figurer, leurs ressources et les montants alloués doivent figurer selon l'état des besoins par rapport à l'heure de l'exécution du budget. Lors de la fabrication, donc de la conception du budget. Donc moi je crois que concernant les érosions par exemple, concernant les histoires des retraites de 50 milliards, si c'est en deçà, il est encore grand temps qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on réexamine, qu'on mette plus de pression, qu'on voie ces chiffres à la hausse pour qu'on sauve l'essentiel. Sinon on va dans la catastrophe. D'accord, on va terminer avec vous. Je vous en prie, vous voyez, lorsqu'on tient un tel débat, là le Congo va vers quelque chose de plus fort, le budget. Et comme on dit les autres, nous vivons une période critique.
Mais dans cette période, le Congo va vers le vote d'un budget. Mais si on rate, je vous assure, ce sera un très mauvais décollage parce que chacun de nous se souvient comment nous avons traversé cette année 2017 pour arriver. C'était pas facile. La politique était tumultueuse, le social était tumultueux. Nous avons vu partout. Et nous disons toujours, lorsqu'il y a tumulte, ça fait bouger la politique. Quand ça fait bouger la politique, ça crée l'instabilité. Ça, il faut le dire. Nous avons vu la grogne. Mais la grogne liée toujours au salaire et à l'argent. Bon, maintenant, au regard de la crise, j'ai toujours dit, l'aboutissement d'une crise, c'est la famine. Nous sommes en phase d'une crise. Donc, lorsque j'ai pénétré à fond les institutions de l'État, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de choses qui sont dégagées. Alors, aujourd'hui, avant le vote du budget, nous disons aux députés, nous disons aux sénateurs, de mieux réfléchir parce qu'il va là de l'avenir du pays. Cet avenir est décisif au regard de la situation, de la crise que nous sommes en train de traverser. Alors, il faut donc penser la caisse de retraite. Pourquoi je le dis? J'insiste. C'est inhumain de voir des gens qui ont cotisé pour toute leur vie. François, payer le martyr jusqu'à aller au séjour des morts. Qui va les rembourser? Non, c'est une priorité humanitaire, humaine, franchement, à moins qu'on soit des monstres. Il faut donc voir ce budget à la hausse parce que même ceux qui siègent là-bas iront à la retraite. La plupart, c'est des retraités. Deuxièmement, alors, les érosions. Il va de la vie des citoyens congolais. Évitons les catastrophes. Comment prévenir les catastrophes? Mais c'est maintenant qu'il faut prévenir. Qu'on n'attende pas qu'il y ait des grandes catastrophes pour dire, bon, on va piocher là pour paralyser un secteur. Non, c'est maintenant. Enfin, l'agriculture. Personne n'en parle. Vous allez voir. Mais nous sommes en période de crise. Mais le président en a parlé. Mais qui met en musique? Mais dans le budget, dans ce budget, nous avons des montants prévus. Voilà, le président l'a prévu. Oui, moi je voulais dire ceci, pour ma part. Aujourd'hui, le Congo ne produit absolument rien. Nous vivions du pétrole. Le coût du baril est en baisse. Alors, la terre ne triche pas, la terre ne trompe pas. C'est le moment jamais où ces députés, sénateurs doivent penser que le Congo doit s'efforcer déjà à produire. Parce qu'au moins, au bout d'une année, on peut avoir des récoltes qui peuvent assurer, ne serait-ce que la nourriture des Congolais. Je veux parler comme ça. Parce que si on pense, et puis il faut penser santé et éducation, il faut penser donc, il faut prioriser des secteurs de vie. Il y a des secteurs de vie. Maintenant, le reste, on pourra voir. On appelle ça les secteurs sociaux. J'étais dans le de rechercher un peu des chiffres au niveau de l'agriculture. On parle notamment de la modernisation des petites agricultures sauvegardées, donc le secteur rural, mais le maintien du système traditionnel. Des prévisions, donc nous sommes à 15 milliards 967 millions de francs CFA. Et quand on essaye, il y a également donc l'amélioration des conditions de vie, infrastructures et tout, la modernisation de l'agriculture, envie d'augmenter, de diversifier les productions, semences, intra-outils et tout, des montants prévisionnels donc de 1,334 milliards de francs CFA. Alors donc c'est le seul secteur aujourd'hui sur lequel nous pouvons compter. Mais le reste, en face d'une crise, nous n'en avons plus du pétrole. Donc ça, nous allons faire très attention. Vous allez comprendre que, très chers téléspectateurs, on n'aura pas le temps, on n'a pas estimé entrer dans tout le détail. On a quand même relevé deux secteurs, vu plutôt les temps qui nous est imparti. On va terminer, mais je vais donner 30 secondes à chacun comme mot de la fin pour clôturer cette émission parce que nous avons déjà dépassé les temps prévus. Je vais commencer à notre nouveau venu, donc monsieur Hassen. Ouais, en 30 secondes, je voudrais juste dire que revenir sur la situation de la crève pour dire que non, il ne faudrait pas qu'on dise que le gouvernement doit, non. Les 50 milliards qui sont prévus ici, ce sont les cotisations qui sont prélevées, qui sont faites par les actifs actuels, plus la charge patronale de l'État. Donc, à chaque fois qu'on vire un salaire, les 4 milliards devraient être disponibles pour payer. Donc, on ne peut pas avoir 6 mois, 5 mois. Donc, le déficit, le gap ne devait pas être énorme. Donc, si on regarde la situation, on se rend compte que tout l'argent qui est collecté
n'arrive pas à la crève pour que les gens soient payés, parce que ça ne devrait pas manquer. Vous venez de citer le montant, ce n'est pas possible que ça manque. Donc ça, l'État, ce qu'il devrait même apporter, il ne l'apporte pas comme subvention. Ça, c'est des cotisations des gens qui devraient être revenus de droit aux retraités, mais on se demande pourquoi on n'arrive pas à les payer. Donc là, il y a une escroquerie qui nécessite qu'il y ait un véritable audit pour voir où vont les 4 milliards qui sont prélevés chaque année pour qu'on n'arrive même pas à payer au bout de 2 mois au moins un salaire, plutôt une pension retraitée. Là, c'est la question que j'allais soulever. Bon, maintenant, sur l'agriculture, comme tu l'as dit, il n'y a plus de temps. Donc, je pense que non, pour le problème de budget, il faut une véritable discussion parce que les chiffres, les questions que nous avons soulevées ici, ce n'est pas au hasard que je suis, ou bien que nous sommes en train de le dire sur les recettes pétrolières, forestières et minières. Par exemple, au niveau des recettes minières, ils n'ont rien prévu, mais vous savez que maintenant, là, il y a la Soremi qui a commencé à produire. Mais pourquoi dans le budget, on n'a rien prévu pour cette société minière, par exemple? C'est un problème. Ce n'est pas parce qu'il y a des experts, ça peut échapper. Voilà pourquoi nous soulevons pour qu'ils puissent se regarder. Et je rappelle d'ailleurs, c'est notre rôle de la presse, amener donc les décideurs et les populations à comprendre certaines questions. Donc on ne peut que jouer notre part des responsabilités, Ernest Demi. Oui, bon, moi je reviens un peu sur la gestion des urgences dans notre pays, notamment avec la situation des érosions qui ont cercle Brazzaville, avec des cas très flagrants, tels qu'à Ngamakoson. C'est une urgence qui mériterait quand même une attention particulière, qui est au-delà du budget de l'État, qui pour entrer en exécution, il y a toute une procédure encore à suivre, mais qu'il y ait des fonds d'urgence alloués notamment aux entreprises qui sont déjà sur le terrain par rapport à celles qui sont plus criardes. Vous avez parlé d'Ngamakoso, vous avez parlé d'Assademi, vous avez parlé de l'université Denis Sassou Nguesso, de l'ONDA et du lycée scientifique. Je crois que ça, on n'a pas besoin d'attendre de budget. Alors, si les fameux fonds, je ne sais pas, des gages de quoi existent, qu'on les libère pour qu'on gère ces urgences. Monsieur Gonza. Oui, je vais chuter sur 2 points. D'abord, sur le point des érosions. Vous avez 30 secondes. Là. Oui, je propose qu'à partir de maintenant, si ça n'existe pas, que les travaux publics, les grands travaux, essaient un peu de prendre la situation de bord parce qu'ils sont les représentants de l'État en la matière, qu'ils essaient un peu de contrôler partout là où il y a érosion, partout là où il y a des marchés concernant les érosions, ou partout là où il y a des érosions en miniature, qu'ils essaient un peu de mettre le paquet pour aller de l'avant. Mais sur la crève, j'aimerais souligner en parlant techniquement qu'il faudrait aussi le savoir, que de 2016 à 2017, on n'a pas eu trop de recrutement. Du coup, il doit y avoir un impact sur les cotisants. On ne doit pas oublier cela. Mais qu'à cela ne tienne, que les personnes en charge de la crève fassent un effort. Et ça nous réjouit parce que s'il y avait un peu une gestion un peu douteuse jusqu'ici, il y a des rapports qui sont là-dessus et la justice est permise. Ils peuvent faire mener leurs enquêtes, on pourra décider la situation pour que nos doyens, nos papas qui sont dans la situation de détresse puissent se retrouver en France. Merci, là je suis d'accord. Merci beaucoup, Orion Kokilas, on termine. Oui, moi je pense que c'est le moment jamais, après tout ce déballage, que l'État puisse prendre rapidement en charge les populations de Ngamakoso, au lieu d'attendre, parce qu'il y a déjà des failles sur la chaussée. Et vous avez dit, dès la prochaine pluie, nous allons perdre cette voie, même les grands travaux l'ont attesté. Donc moi je pense qu'il faut vite les déplacer, ou trouver là où les caser, prendre les dispositions, parce que dès qu'il y aura pluie, il y aura explosion de ce grand conduit d'eau, ce qui fera que toute la zone sera dévastée. Et allouer des fonds rapidement à cette entreprise qui en a besoin pour continuer les travaux, ou changer d'entreprise. En tout cas, il faut qu'il y ait du concret présentement. Ensuite, pour terminer, je m'adresserai plutôt aux 2 chambres parlementaires d'être bien regardants sur les priorités. Les priorités, c'est ce que nous venons d'évoquer ici. Au-delà de ça, ça sera autre chose. Et ils ne vont pas aider ce pays à sortir de cette grogne et de la crise. Merci. Merci beaucoup, messieurs, de vos analyses, vos commentaires sur des questions d'actualité. C'est ça, Presse Tribune, cette émission donc, que vous avez l'habitude de suivre hebdomadairement sur votre chaîne. Ça en est fini pour ce numéro. Nous vous disons merci. Merci à vous, chers messieurs. Merci aussi à nos téléspectateurs. Continuez à réagir, les discussions dans nos pages sociaux. Vous pouvez donc nous envoyer vos commentaires. Et
pourquoi pas vos suggestions, ça nous fera toujours plaisir de pouvoir analyser. Vous comprenez que nous traitons des questions essentielles pour les spécialistes qui aimeraient bien aussi nous rejoindre au débat. Eh bien, vous êtes les portes donc vous sont toutes ouvertes. On va donc se dire au revoir aujourd'hui, tout en se donnant rendez-vous très prochainement avec le même plaisir et avec le même sens du devoir. N'oubliez pas aussi, vous pouvez nous faire des SMS à travers ces numéros qui s'affichent donc au bas de votre petit écran. Et en attendant que vous réagissez, nous vous souhaitons donc bonne continuation sur le programme des Top Télévisions.